Bonjour, mon invité aujourd'hui est Ben-Marc Diendéré, qui est l'envoyé spécial du Canada pour l'Afrique. Bonjour. Bonjour. D'abord, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que ça veut dire être envoyé spécial? Ben écoutez, dans les positions diplomatiques, vous savez, vous avez des ambassadeurs, des représentants permanents, vous avez des hauts commissaires et choses. Alors, l'envoyé spécial, c'est un rôle diplomatique soit par un Premier ministre, offert par un Premier ministre, soit par une organisation internationale qui vous permet de représenter sur un thème précis ou un territoire précis. Alors, moi, à la base, je suis ambassadeur, d'abord, premier rôle diplomatique, ensuite représentant permanent auprès de l'Union africaine, ce qui me met en lien avec toutes les organisations multilatérales du continent. Et le rôle d'envoyé spécial, c'est comme pour le continent, c'est un rôle d'ambassadeur ad hoc, mais envoyé spécial pour la ministre des Affaires étrangères du Canada et le ministère des Affaires étrangères et le Premier ministre pour l'Afrique. Alors, vous êtes au cœur de la stratégie canadienne pour l'Afrique. Expliquez-nous comment aujourd'hui le Canada regarde l'Afrique et quelles sont vos ambitions à vous aussi pour ce job. Écoutez, pour une fois, mon pays, c'est-à-dire le Canada, a décidé de revisiter sa relation avec le continent parce que l'Afrique, c'est le continent où tout le monde a envie d'être, c'est le continent de la démographie, c'est le continent de l'innovation. Je n'aime pas beaucoup le terme marché, mais c'est un des prochains marchés du monde, sinon le marché actuel du monde. Alors, la stratégie canadienne, c'est une stratégie qui revisite notre relation avec le continent, comme je vous le disais, mais on passe d'une diplomatie du développement, l'humanitaire et tous les autres, à une diplomatie économique. Alors, la diplomatie économique, ça veut dire, en termes très simples, on veut faire des affaires avec les pays africains. On veut faire des affaires avec les pays membres de l'Union africaine. Alors, donc, il y a des régions prioritaires, il y a des pays prioritaires avec lesquels il faudra faire des affaires et des thèmes prioritaires également. Alors, avec quels outils pensez-vous développer cette stratégie? Parce qu'il faut un budget et un plan d'action. Écoutez, oui, il y a un plan d'action. Vous savez, une stratégie, moi je viens du monde des affaires. C'est comme bâtir une maison. Bâtir une maison, vous avez besoin d'un sketch, vous avez besoin d'un architecte, vous avez besoin d'un plombier, vous avez besoin de toutes sortes de métiers pour pouvoir bâtir votre coffre d'outils pour arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé une stratégie qui donnait la direction globale, le terrain de jeu dans lequel on veut aller. Donc, les questions de sécurité, les questions de paix, les questions d'investissement et ce qu'on ne voulait plus faire. Donc, ça, c'est bien établi. Le deuxième coffre d'outils, c'est qu'on identifie des régions et des pays prioritaires. Ça, je viens de vous le dire. On a mon rôle à moi comme un outil diplomatique pour accompagner les entreprises sur le continent. Et j'ai eu l'occasion d'accompagner plusieurs entreprises, que ce soit en Afrique du Sud ou que ce soit en Algérie ou plusieurs pays sur le continent, pour faire des affaires. On a aussi les instruments financiers. Alors donc on a la Banque du développement du Canada, EDC, donc Exportation et Développement Canada. On a FinDev, on a des outils financiers qu'on met en place pour accompagner les entreprises. Alors pour avoir une idée, quel est le budget que le Canada consacre à cette relation avec l'Afrique? Écoutez, pour l'instant, je ne veux pas jeter un chiffre sur la table. Ça l'est toujours très présomptueux et tout ça. Ce n'est pas comme ça qu'on envisage la chose. On pourrait mettre des moyens sur des choses qui nous intéressent. Un domaine qui intéresse, par exemple, mon pays, les mines. L'extraction minière. Mais les entreprises canadiennes sont déjà sur le continent depuis bien longtemps. Un domaine qui nous intéresse, c'est l'agribusiness. Quels moyens ça demande, ça requiert maintenant? On ne le sait pas. Les plans d'approvisionnement, il faut les connaître et puis à ce moment-là, on met des moyens. J'étais récemment en Côte d'Ivoire, où ça je peux vous donner un chiffre, où on a annoncé une ligne de crédit de 350 millions pour pouvoir accompagner le plan de la Côte d'Ivoire dans sa transformation économique. Mais le chiffre en lui-même, pour moi, n'est pas très pertinent parce que ça ne dit pas l'action qu'on veut mener sur le territoire. Par contre, ça prend des moyens. C'est clair que ça va prendre des outils financiers pour pouvoir aller sur le continent, pour le risque,
pour la couverture d'assurance et aussi l'accompagnement de nos entreprises. Comment vous allez prendre la main de vos milieux d'affaires, votre manière de pousser les investisseurs à aller vers l'Afrique? Comment vous allez les convaincre? Écoutez, on a plusieurs options. On a un pays de 1,4 million d'afro-descendants, c'est-à-dire des Canadiens qui se sont enregistrés comme étant membres de la diaspora chez nous. Pourquoi ne pas utiliser notre diaspora? Cette année, pour l'Afrique, c'est à peu près 34 milliards qui sont rentrés dans cette ligne diaspora et le continent. Alors, donc, on a une diaspora qu'on peut utiliser. On a nos entreprises les plus performantes, il y en a plusieurs, dans le domaine des énergies, dans le domaine de la santé globale, dans le domaine de l'éducation, la sécurité, les industries de la sécurité et de la défense. On a beaucoup d'entreprises. On peut les accompagner diplomatiquement. Il y a un premier coffre d'outils qui est de les accompagner diplomatiquement sur un territoire, mais il y a aussi les autres instruments, les banques de financement et le reste qui sont là. J'imagine que vous êtes en train d'identifier les secteurs pour pouvoir entrer dans la phase opérationnalisation. Ben, totalement. Le domaine des énergies, c'est un domaine qu'on connaît très très bien. Donc on est un pays d'énergie, donc le vent, le solaire, l'hydrogène et tout ce qui est énergie renouvelable, on le connaît très bien. Donc ça, c'est un domaine qui nous intéresse. C'est d'ailleurs le savoir-faire canadien. Ah ouais. L'Afrique en a besoin. Oh oui, absolument. On sait qu'il y a 300 millions d'Africains qui ont besoin d'avoir de l'électricité à un moment ou à un autre, qui est un plan de l'Union africaine. Oui, on a des expertises dans ce domaine-là. Dans le domaine de la santé globale, je vous disais, on dit santé globale parce que nous, on fait les humains et les animaux. Donc, le côté intéressant de l'expliquer. Oui, parce que le cycle alimentaire, c'est un cycle, c'est de l'animal à l'individu. Vous intégrez l'équation Absolument, parce que la grippe aviaire ou la vache folle ou des choses, c'est parce que la maladie est part pour arriver quelque part. Alors, donc, tout ce qui est l'ordre de la sécurité alimentaire et des éléments de chaîne d'approvisionnement, ça nous intéresse. Le refroidissement. Vous savez, des tomates dans des pays à 40 degrés, il ne faut pas que ça passe d'un lieu à l'autre. C'est des technologies qu'on connaît. La pêche, c'est des technologies qu'on connaît également. Alors, oui, on a beaucoup d'expertise dans ce domaine. L'avantage avec vous, c'est que vous êtes en même temps observateur permanent du Canada auprès de l'Union africaine. Exact. Vous matchez le continental et l'aspect relation Canada-Afrique. Oui, je ne le fais pas tout seul parce que la partie bilatérale, moi je suis un ambassadeur multilatéral, donc avec l'Union africaine. Transversal. Exactement. Donc je connais tous les plans transversaux et les plans continentaux de l'Union africaine, que ce soit dans les énergies, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le domaine des mines et tout ça. Donc j'ai une vue des actions que le continent, l'Union et ses membres essaient de faire. Comment cette position vous aide à vraiment pousser les acteurs à travailler sur l'Afrique et monter des projets? Parce que souvent, l'Afrique, on connaît ses besoins, a besoin essentiellement aussi de transformer les connaissances en compétences. C'est une très très bonne question. Vous savez, je rapporte souvent qu'il ne faut pas regarder l'Afrique comme avec des miroirs déformés. Il y a ce qu'on pense, notre Afrique imaginaire et ce qu'elle fait. En ce moment, l'Union africaine a un agenda qui s'appelle l'agenda 2063. Donc tous les projets de l'Union africaine en 2063, qui est en fait les 50 ans de transformation du continent, ils existent déjà. Vos auditeurs, vos lecteurs doivent aller googler et regarder dedans. Il y a tout. L'aérospatial, les passeports uniques, la monnaie, tous les sujets de transformation. Et vous pensez que l'agenda 2063 est en phase d'avancement et que les choses avancent bien? Absolument. Ils sont dans la deuxième décennie. La première décennie, c'était les ratifications et la mise en service de ça, parce que ça a créé de nouvelles agences. Le Centre de contrôle des maladies, l'agence CDC, ça a créé l'agence de médicaments qui sont en train de faire. Il y a d'autres organisations comme ça qui se sont créées pour accompagner la transformation des États membres. Oui, ça marche. L'agenda 2063 marche. Mais ça a besoin de promotion, ça a besoin
que les gens le sachent, la zone de libre-échange continentale. Justement, j'allais en parler. C'est que le Canada, pour vous, vous qui êtes au cœur de l'économie, la relation économique, comment pensez-vous en profiter, surtout pour les entreprises canadiennes et ce link avec l'univers de l'entreprise en Afrique? La zone de libre-échange continentale, parlons-en. À terme, c'est 3 000 milliards. C'est comme impensable. Parce qu'il y a en ce moment 1,3 milliard d'Africains. Si on prolonge dans un horizon de 25 ans, on est rendu à 2,5 milliards d'Africains qui rentrent sur le marché de l'emploi ou de la consommation, disons-le comme ça. Il faut être aveugle et il faut être fou pour ne pas vouloir se rapprocher de ce qui est en train de se dessiner. Oui, les entreprises canadiennes ont un rôle à jouer, ont une place à prendre. En quoi? Parce que quand on sait, l'Afrique n'a pas d'industrie. C'est-à-dire qu'il y a la colonne vertébrale en Afrique qui manque. C'est-à-dire que les produits africains, le made in africain. Il existe. Alors, mais très minoritairement. Il y a un processus d'industrialisation de l'Afrique qui est en cours. J'ai l'avantage de voyager un peu sur le continent, d'avoir vu que la transformation, elle se fait. Nous ne sommes pas très nombreux à pouvoir faire ce rôle d'est en ouest, de nord au sud. Donc, les gens ne voient pas la transformation. Oui, il y a une transformation. Il y a une transformation physique des autoroutes qui sont en train de se faire du nord au sud, d'est en ouest et obliquement. Le corridor Lobito est en train de se faire. Il y a du rail, il y a les portuaires, les systèmes portuaires qui sont en train de se faire. Donc, il y a tout un processus d'industrialisation qui se fait. Il ne faut pas se méprendre. L'Afrique est en train de se transformer et tout ça. Comment nous, on va intervenir dans ça avec les domaines prioritaires, comme je vous ai dit. Si ça nous intéresse, on va accompagner nos entreprises dans des territoires qui sont performants et puis ils vont essayer de se tirer du jeu. Mais on n'a pas parlé d'un secteur très important. Vous avez parlé de jeunesse, l'éducation, l'enseignement. L'Afrique, on a besoin pour 1 milliard 300 millions. C'est que vous pensez transférer ce savoir-faire? Écoutez, on a un des plus gros investissements que j'ai fait en arrivant à l'Union africaine, c'était avec le Canada, c'était d'y mettre 20 à 30 millions en TVET, en éducation vocationnelle. Pas que les avocats et les comptables ne sont pas importants, les métiers. Parce que c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin de gens qui vont aller très très vite sur le marché de l'emploi. Alors donc on a de l'éducation vocationnelle dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des mines, dans le domaine de l'élevage. Alors il y a tout un tas Et ce maillage passe par des instituts ou des écoles ou des établissements? Nous, on remet de l'argent à l'Union africaine qui passe par des programmes des Nations Unies ou des pays et investit l'argent à des endroits précis, mais dans le domaine vocationnel. C'est très ciblé, c'est très orienté comme approche. Oui, l'éducation est importante. L'éducation, Jeffrey Sachs, un des plus grands spécialistes de la question, l'explique toujours que la question démographique de l'Afrique doit réveiller tout le monde en termes de... Il faut que les gens soient éduqués si on veut que l'industrialisation se poursuive. Et il ne se passera rien s'il n'y a pas d'éducation. Un domaine dont on parle rarement, c'est les industries créatives. Il y a beaucoup de jeunes dans ce domaine-là. Le gaming, tout ce qui est jeux en ligne et les industries de la musique, la vidéo et tout le reste. Et l'intelligence artificielle qui arrive très très vite. Il va falloir à un moment que nos jeunes, les jeunes africains, ils embarquent. Vous touchez la question que je voulais évoquer, c'est le défi du digital, le numérique en Afrique. Est-ce que le Canada, qui a une certaine avance, comment va s'intéresser à cette dimension dont l'Afrique a besoin réellement? C'est très important. Ce que l'intelligence artificielle est en train de faire, c'est comme l'arrivée de l'électricité. À un moment, l'électricité est rentrée dans les maisons, on a vu la transformation. La même chose avec l'Internet. On rentre dans la 3e révolution industrielle, c'est-à-dire c'est l'Internet des choses. C'est-à-dire 2 appareils peuvent se parler ou les choses se font avec des calculs beaucoup plus grands. C'est sûr que ça a son lot de problèmes, c'est-à-dire les centres de données, les data centers comme en bon français, et la question d'énergie que ça demande et tout ça.
Mais il y a déjà des expériences, c'est-à-dire il y a des pays qui sont déjà en avance. Je cite souvent l'expérience de la Corée et du Sud et du Japon, qui sont sur le continent en ce moment, avec une très très forte expertise dans ce domaine-là. Alors nous, on peut faire des partenariats avec ces pays-là pour accélérer la transformation dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation et dans le domaine du transactionnel, du commerce. Et les Africains, ils le font déjà. Le cadre du partenariat est déjà défini, mais il s'agit aussi d'entrer dans la phase, une vision concrète de cette réalité. Comment vous allez structurer votre démarche pour être non dans le verbe, mais dans l'efficacité et dans l'action? C'est l'essence de notre action. Il faut qu'on arrête de dire et qu'on le fasse. Et bien sûr, les prérogatives reviennent au Premier ministre et à la ministre des Affaires étrangères et au ministre de l'Économie, bien sûr, de faire les grands effets d'annonce et tout ça. Mais on a créé un Trade Hub, un centre pour le commerce au niveau du ministère des Affaires étrangères qui va accompagner la démarche des investissements et aussi la démarche d'exploration de certains projets. Mais au-delà de ça, il y a un envoyé spécial qui peut aussi accompagner déjà les entreprises qui sont déjà sur le terrain, parce qu'on a déjà 150 entreprises canadiennes actives sur le continent. Et il y en a celles qui sont en exploration, bien entendu. On veut aussi travailler... Mais vous avez des secteurs très cantonnés. C'est pas un spectre large. Vous êtes dans les mines, l'énergie... L'énergie, l'agribusiness... C'est très limité. Oui, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Et puis on ne peut pas avoir la prétention de tout faire. Et moi, mon background, c'est un gars d'affaires. Je sais que la prétention, souvent, c'était venir explorer comme si on était, je ne sais pas moi, des explorateurs, mais ce monde-là est fini. Il faut aller avec nos forces, là où le Canada a déjà de l'expertise, où on peut faire des coups d'accélération pour nos entreprises et les entreprises africaines aussi. Et c'est important qu'il y ait ce lien de confiance et d'interface entre nous. Sinon, ça ne sert à rien. Le Canada, c'est 9,9 millions de kilomètres carrés. C'est 41 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'il y a des besoins même de faire appel à plein de gens pour venir vivre au Canada. Mais c'est-à-dire que cette dimension-là, mais vous avez aussi un atout, c'est le bilinguisme. C'est-à-dire que vous parlez le français et l'anglais. Absolument. C'est un pays habitué à la pluralité des cultures. Et comment pensez-vous utiliser votre appartenance à la francophonie, au Commonwealth, pour encore servir votre stratégie ? Un de nos outils dans notre coffre, c'est notre appartenance à plusieurs groupes linguistiques mondiaux. Oui, on est membre de la francophonie et puis je vous annonce qu'on a déposé notre candidature officiellement pour accueillir le sommet de la francophonie. La ministre l'a fait il y a à peine quelques jours. C'est un scoop alors? Écoutez, si vous ne le savez pas, je vous le dis. Elle a déposé officiellement la candidature du Canada pour accueillir le prochain sommet de la francophonie en 2028. Alors comment servez-vous la francophonie? Quel est le rôle dans ce domaine, la francophonie économique et la francophonie culturelle? Oui, et les universités. Nos universités sont remplies d'Africains. Remplies, c'est peut-être un gros mot, mais c'est des gens qui veulent venir apprendre des universités canadiennes. De moi-même, je suis passé par ce cycle-là. La francophonie, c'est un monde de quoi? 300 millions de locuteurs. On a le plus grand pays qui est la République démocratique du Congo. Ça serait fou de ne pas s'en intéresser, parce que s'il y a une évolution, pas seulement de la langue, mais d'une façon de se déployer dans le monde qui n'est pas sino-chinois, ou qui n'est pas américain, ou qui n'est pas britannique. Il y a ce monde qui est le nôtre. Et le Québec, qui est un bastion de la langue française en Amérique, il faut le dire, avec une capitale, avec une ville économique comme Montréal, qui est la première métropole d'Amérique en français. Il y a des atouts. Il y a des atouts. Et pour nous, la francophonie, c'est 30 pays plus de l'Afrique.
Donc, un lien naturel entre nous. C'est un grand défi pour vous. Vous êtes l'homme de la situation pour faire un plaidoyer là-dessus. Ah ben moi, vous n'avez pas besoin de me pincer longtemps. Je parle là-dessus parce que ça m'a permis moi-même personnellement de me déployer. J'étais en Amérique et je travaillais en français, je vivais en français. Puis quand j'avais envie d'utiliser l'anglais, je l'utilisais. J'ai travaillé dans le rail qui couvrait le pays, c'était en anglais. Alors, on a une chance d'être au confluent de tous ces trucs linguistiques. On parle de Commonwealth francophonie, mais il y a la lusophonie. Oui. On a pratiquement 1 million de lusophones là, chez nous. Puis pas loin, si vous descendez la partie Amérique, vous arrivez vers le Brésil qui est portugais. Oui. L'intérêt, c'est que vous êtes observateur depuis 2023 permanent auprès de l'Union africaine. Qu'est-ce que vous avez appris de cette proximité avec l'Afrique? D'abord, que c'est un continent d'une grande diversité. Alors, je refuse même maintenant quasiment de dire l'Afrique. Je dis l'Afrique de 54. Il faut rappeler constamment aux gens que ce n'est pas un pays, que c'est un continent et qu'il y a 54 pays. Et que ce continent a une richesse, d'une diversité incroyable, que c'est un continent avec on ne parle même plus du continent de demain, c'est le continent d'aujourd'hui. Oui. Ceux qui ne comprennent rien dans les chiffres et les mathématiques peuvent se continuer à dire l'Afrique c'est un continent de demain. Moi je suis plus là, c'est aujourd'hui ça se passe. Si les Asiatiques ont compris très vite qu'il fallait prendre très au sérieux ce continent-là, il n'y a aucune raison que les Nord-Américains comme nous on soit encore en train de louvoyer. Mais ça c'est fini. Dans notre cas, le Canada, avec la nouvelle dynamique et la géopolitique qui est en train de se jouer, on a compris que si on ne peut plus utiliser les marchés du Sud qui nous étaient acquis et faciles parce que c'était nos voisins, c'est la proximité, qu'il faut aller dans la diversification, on ne peut pas se priver de l'Afrique. On ne peut vraiment pas se priver de l'Afrique et c'est un passage obligé. Encore sur cette présence auprès de l'Union africaine, ça que beaucoup critiquent cette institution, ses inerties, ses pesanteurs. Est-ce que quand vous êtes à l'intérieur, est-ce que vous avez cette impression ? Je ne suis pas de ceux qui critiquent l'Union africaine. Je dis toujours aux gens, il faut que les gens soient indulgents avec l'Union africaine. Je vais donner un exemple. L'Union africaine, c'est peut-être 2800 employés pour s'occuper de 54 pays. Vous savez combien d'employés il y a à l'Union européenne? Ils sont 38 000 en montant. C'est beaucoup de monde pour s'occuper de 27 pays. Oui, mais en termes d'efficacité, est-ce que l'Union africaine est vraiment... Elle a les moyens qu'elle a. C'est une organisation de 600 millions. Elle ne peut pas faire plus que ce que ces pays membres ne peuvent lui offrir parce que c'est la cotisation. Il faut que les gens payent leur cotisation. Et il y en a qui ont fait des coups d'État, donc qui sont exclus, qui ne payent pas leur cotisation. Alors il y a tout un tas de choses comme ça. Mais c'est une organisation qui marche. C'est une organisation qui est centrée sur des choses précises. Le nouveau leadership avec Mamadou Issoufou, son Excellence Mamadou Issoufou, le président de la Commission, c'est un leadership très intéressant. Avec le leadership de la vice-présidente Adidi aussi, ça marche. Les commissaires c'est des gens qui veulent que les choses fonctionnent. Mais vous savez, il y a leurs relations avec les communautés économiques régionales qui sont un peu des acteurs de faire fonctionner la chose. C'est une organisation multilatérale. Il ne faut pas non plus penser qu'elle va régler tous les problèmes. Mais ce qu'elle fait, elle le fait très bien. Elle a ses propres défis. Mais ça, toutes les organisations ont leurs défis. Et je crois qu'il y a quand même assez de bonne foi pour que les choses fonctionnent. En tant que Canadien, quand vous allez ouvrir l'angle et l'élargir, vous voyez l'Afrique, c'est des guerres, des crises, des conflits. Comment regarder cette réalité qui aussi handicape le continent? Moi, j'ai une autre lecture du continent. Clairement, il faut appeler les choses par leur nom. Combien de guerres il y a sur le continent africain? Si vous regardez l'Asie, on ne regarde pas. Là. On ne regarde même plus l'Asie parce qu'on pense qu'en Asie, il n'y a même plus de guerre. Allez au Myanmar, allez leur demander s'ils sont en guerre ou pas. Allez regarder si le Pakistan n'est pas en guerre ou pas. Mais l'Afrique, on a l'impression toujours qu'ils sont en guerre tout le temps. Parce que les effets d'optique, les médias... Les effets de perception. De perception sont racontés. Quels sont les pays si on veut parler de pays qui font une guerre inter-État? DRC, Rwanda. Quand vous arrivez à regarder les autres conflits, le Soudan, c'est une guerre interne.
C'est entre deux militaires, groupes militaires. Et si vous arrivez au Sahel, c'est la même chose. Vous allez voir c'est des groupes terroristes qui sont en train de combattre. Ils ne s'attaquent pas entre eux, ce n'est pas des guerres entre eux. Ils s'attaquent contre un mouvement de terroristes. Même en Libye, c'est des crises internes qu'il faut gérer. Alors, on met tout le temps la crise sur l'Afrique comme s'ils étaient tout le monde en train de se tuer et à peine si on pouvait en sauver. Je ne néglige pas l'impact des crises internes. Par exemple, le Soudan, c'est dramatique. Il y a 1,2 million de personnes qui sont en train de se balader parce qu'il y a deux États et deux groupes militaires qui sont en train de se... Le plus paradoxal, c'est que personne ne bouge pour pouvoir trouver la solution ou aider les belligérants à s'entendre. Il y a des mouvements d'influence. Disons qu'il y a des mouvements d'influence. Chacun des deux côtés est encouragé par les uns ou les autres. Mais quand même, il y a des tentatives de rapprocher les deux pour qu'ils se parlent, qui sont faites par des États, y compris de temps en temps les États-Unis pour aider. Le Canada est très actif aussi là, avec nos représentations pour quand même permettre la discussion à un moment ou à un autre. Alors, pour les crises africaines, oui, il y en a quelques-unes et elles sont dramatiques, il faut le dire, mais il faut qu'on appelle les choses par leur nom. Et si on ne les nomme pas comme il faut, on ne va pas trouver les solutions adéquates. Là, aujourd'hui, on assiste à véritablement, dans cette géoéconomie, une bataille terrible. Et on voit que le monde est fracturé et qui va vers de nouvelles polarités. Par exemple, les BRICS. Par exemple, ce qu'on appelle aussi le Sud global. C'est que comment le Canada regarde cette réalité-là? Écoutez, moi, j'ai une expression que j'aime beaucoup, que notre Premier ministre a utilisée récemment, qui était qu'on était des pouvoirs moyens, des middle power, c'est comme il a dit à Davos, dans son discours de Davos. Tout ça pour rétablir un peu l'échiquier. Oui, on n'a pas la même taille. Oui, on n'a pas les mêmes GDP, on n'a pas les mêmes produits intérieurs bruts et tout ça. Ça existe. Les regroupements économiques. Le BRICS, c'est pas... Il n'y a personne qui est surpris que le BRICS existe aujourd'hui. Les BRICS existent parce qu'ils ne se sont pas sentis représentés dans les autres groupes géopolitiques mondiaux. Mais, écoutez, le Canada, on est membre du G7, on est membre du G20, on est membre de la francophonie, on est membre de l'OIF. À un moment ou à un autre, on se rapproche de certains pays du Sud. Le Premier ministre vient de faire une visite en Inde, il en a fait une en Chine, il en a fait une en Indonésie. On se rapproche du monde tel qu'il est aujourd'hui. On ne peut pas se rapprocher d'un monde qu'on pense est le meilleur, un monde qui est imaginaire, en tout cas. On n'a pas suffisamment parlé de finances, d'argent, et notamment, je voudrais m'adresser, puisque vous êtes dans cette transversalité, c'est qu'il y a la BAD, African Bank, il y a des instruments financiers importants. Est-ce que vous avez des relations? Comment recommander à vos ambassadeurs ou à vos institutions On est la 5e institution à financer la BAD. Le 5e pays, pardon, en financement en termes pour la BAD, la Banque africaine de développement, qui est une institution vitale pour l'Union africaine et le continent. Afrexim Bank, la banque du continent. C'est la banque du continent, et Afrexim Bank aussi, qui est la banque d'import-export. D'ailleurs, on leur a lancé une invitation prochainement de se rendre au Canada pour venir nous voir, rencontrer nos fonds de pension et rencontrer aussi nos autorités pour qu'on conjugue les efforts financiers ensemble. Oui, et ça fait partie de l'agenda 2063. Dans l'agenda 2063, vous avez aussi les instruments. Donc, je recommande vraiment aux gens d'aller le regarder et puis que les gens quittent un peu WhatsApp et les Twitter où tout le monde s'invective pour un oui ou un non parce qu'ils ne savent pas. Mais à un moment, il y a peut-être un travail d'éducation à faire, à expliquer aussi. Pour conclure cette entretien sur une note intimiste, vous êtes originaire de l'Afrique, vous êtes originaire du Burkina Faso. Ouais. C'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui dans cette position, servir le continent d'origine et votre pays d'adoption. Et c'est que quel sentiment vous avez en ce moment avec cette responsabilité? Vous savez, moi, quand on m'a appelé, je l'ai raconté l'histoire plusieurs fois aux gens, quand on m'a appelé pour me dire que j'allais être ambassadeur,
Je savais que je perdais de l'argent, je savais que j'avais tout un tas de choses. D'abord, je n'ai pas dit oui tout de suite. Ça m'a pris peut-être un mois et demi avant de dire, OK, là, je m'embarque, je vais le faire. J'ai une double vision. C'est-à-dire que souvent, ça m'arrive d'être là et de me dire lequel de moi est en train de voir les choses. Mais mon pays ne fait pas l'erreur d'envoyer quelqu'un qui ne connaît pas le continent. Je connaissais le continent, mais je ne le connaissais pas comme je le connais aujourd'hui. Alors, on a une humoriste chez nous qui s'appelle Boucar Diouf, d'origine sénégalaise, très, très célèbre chez nous, au Québec et au Canada, et qui disait que lui, ses racines étaient africaines, que son tronc était sénégalais, que son feuillage était québécois. Je suis dans la même dynamique. Je le sais profondément que mes racines sont africaines. Je le sais que j'ai un Burkinabé en moi là, qui sommeille, qui est mon tronc. Mais je suis profondément nord-américain parce que toute ma vie adulte, toute ma vie professionnelle, je l'ai exécuté, je l'ai vécu en Amérique du Nord, et particulièrement au Québec et au Canada. Alors, dans ce rôle-là, il y a un peu un retour de balancier qui est comme un retour aux sources, mais en même temps, d'apporter quelque chose de différent. Qu'est-ce que je peux apporter dans cette interface? Je suis content de porter ce rôle-là. C'est peut-être le rôle qui m'a le plus grandi de toute cette aventure d'avoir quitté un jour chez nous et d'être arrivé à la gare, comme on dit. Marc Diendéré, merci d'avoir d'abord permis d'avoir un grand entretien avec vous. C'est votre premier grand entretien. Exactement. Et je vous dis rendez-vous certainement pour une autre fois pour évaluer ce travail. Merci. Je vous remercie. Merci de m'avoir invité et à très bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt.